Merci à Michel Goutal et à la revue Pierre Actuel et au syndicat pour cette invitation et pour cette journée. Euh, Mon nom est Youssef Anastas, on a une agence d'architecture qui s'appelle AAU Anastas où on a trois entités. L'une qui est un bureau d'archi au sens classique du terme, une autre qui fabrique du mobilier et la troisième qui est plutôt un département de recherche. Et ça fait à peu près 6-7 ans qu'on travaille sur des projets en pierre et qu'on essaye de réinterroger l'utilisation de la pierre en architecture contemporaine. Et ce projet de recherche a entre autres commencé en essayant de tracer les typologies et les méthodes de construction utilisées en pierre au-delà des frontières et au-delà des périodes historiques. Ce premier exemple, ça c'est l'église de Sainte-Anne à Jérusalem. Et c'est une coupole sur pendentif. Donc euh, c'est un bâtiment qui a été construit par les croisés. Et on sait historiquement que les croisés, quand ils ont construit l'église de Sainte-Anne, ils ont utilisé aussi des techniques qu'ils ont trouvées localement. Et on retrouve par ailleurs dans certaines églises en Aquitaine, en France, des coupoles qui ressemblent beaucoup à la coupole de Sainte-Anne et qui ont été construits après Sainte-Anne. Après, ça reste une hypothèse, mais on peut toujours considérer que le savoir-faire qui a été aussi trouvé localement à Jérusalem a aussi été réexporté vers d'autres lieux. Finalement, c'est parler du mélange des savoir-faire plutôt que de la transmission du savoir-faire, ce qui est assez logique finalement, mais tracer les typologies et les méthodes de construction dans ce contexte, ça nous permet aussi de créer un espèce de lexique d'architecture en pierre qui va au-delà des frontières et qui du coup désacralise un peu l'utilisation de la pierre. Donc le premier projet que je vais vous présenter, c'est inspiré d'une typologie de voûte en pierre que l'on retrouve beaucoup à Jérusalem, de manière générale en Palestine, mais aussi dans toute la région, qui est une voûte qui s'appelle Ra'd Takaneh, qui est une voûte très simple, mais qui a la particularité d'être posée sur 4 murs et qui a une partie centrale qui est complètement plate. La raison pour laquelle on s'est intéressé à cette voûte, c'est qu'elle est complètement répandue dans l'architecture domestique et pas uniquement dans l'architecture monumentale ou l'architecture noble. Et c'est ce qui nous a intéressé dans l'idée d'essayer d'intégrer la construction en pierre en architecture contemporaine. Euh, Ça nous a intéressé de comprendre comment cette voûte était répandue dans l'architecture domestique utilisée dans plusieurs bâtiments. Et couplé à ça, on retrouve des détails architecturaux, comme ici dans la vieille ville de Bethléem, un linteau en pierre qui est construit avec une sophistication de la découpe de pierre, une stéréotomie assez particulière, et qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits, Bethléem, Jérusalem, etc. Et donc ce premier projet a été commissionné par la Biennale d'art de Jérusalem, et l'idée était de réinterroger ou de réfléchir à cette typologie de voûte. Donc on a construit une voûte qui est sur un plan rectangulaire, posée sur 4 côtés, et qui est faite de la géométrie globale de la voûte, c'est une portion d'un cylindre et 2 portions de cône. Donc les interfaces de la voûte sont à surface à double courbure, à interface réglée, des surfaces réglées à double courbure, ce qui permet à chacune des pierres d'être portée et portée chacune de ses voisines. Ça c'est un détail d'un peu des pierres qui sont assemblées. L'ensemble, donc c'est une voûte qui est assez écrasée, et qui finalement, en fait, cette typologie de voûte, elle est intéressante parce qu'elle permet aussi d'utiliser euh, une voûte en pierre dans une construction à besoin programmatique assez contemporain, quoi. C'est juste une voûte sur 4 murs. Donc, pour la Biennale d'art, on avait construit un échafaudage en bois comme pour illustrer quelque chose d'inachevé, pour juste mettre en valeur la voûte qui pourrait être intégrée dans des bâtiments par ailleurs. Donc ça, c'est la voûte construite vue de haut. Ici, pour l'installation, on avait installé un espèce d'escabeau pour voir le dessus de la voûte. Euh, on voit ici le dessous de la voûte. Donc toutes les surfaces sont à double courbure aux interfaces, mais également à l'intrados et à l'extrados. Ouais, donc on voit ici les deux parties coniques qui sont
qui sont là. Ça, c'est la partie conique. La portion de cylindre, c'est tout ça. Et l'autre partie conique, elle est là. Et donc, on passe à autre chose qui est, en fait, cette typologie de voûte, elle a été beaucoup répandue durant la période de l'Empire ottoman, mais les premiers exemples qu'on connaît de cette typologie datent au moins du XIIIe siècle. L'Empire ottoman où on a commencé à voir apparaître deux choses en Palestine. La première, c'est le passage à l'autorité urbaine. Donc avant, il n'y avait pas d'autorité urbaine, donc les villes se créaient d'une manière un peu autogérée. Donc il y avait les communautés ou les habitants de la ville qui se concertaient pour construire les noyaux denses de la ville et laisser libre les alentours de la ville, le paysage, la nature, comme une manière de le préserver. Donc on construisait de manière très dense. Et à l'époque de l'Empire ottoman, on commence à voir apparaître l'autorité urbaine, donc les règles urbaines. Donc on passe de l'appropriation de l'espace à un système plutôt d'attribution de l'espace. Et par ailleurs, c'est à l'époque de l'Empire ottoman qu'il y a une incitation à la construction en pierre, tout en taxant l'extraction de la pierre. Donc en fait, c'est une mesure politique de taxe qui permet de se faire un maximum d'argent en incitant les gens à construire en pierre. Et cette loi, enfin, c'était pas une loi, c'était une incitation. Ça s'est transformé après la période ottomane. Il y a eu le mandat britannique. À l'époque du mandat britannique, donc il y a eu une loi qui a été mise en place au début à Jérusalem et qui forçait toutes les constructions à être construites en pierre. Et cette loi, officiellement, elle a été mise en place pour créer une unité construite dans la ville, avoir une espèce de gabarit ou une unité de l'ensemble des bâtiments de la ville. Mais en fait, cette loi a aussi, de fait, délimité les limites de la ville de Jérusalem. Et du coup, c'est devenu aussi une mesure assez politique, parce que les premiers grands lotissements de nouveaux arrivants juifs à Jérusalem ont été construits à la limite de Jérusalem, mais totalement en pierre, imitant les constructions de la vieille ville. Et c'est la première fois qu'on voit apparaître la pierre de parement, ce qui est plutôt une tendance globale. La pierre de parement, l'usage de la pierre de parement est une tendance globale, mais à Jérusalem, c'est la première fois qu'on voit apparaître la pierre de parement en imitation des constructions de la vieille ville. Et donc ces grands lotissements ont été construits en bord de la ville, en pierre, pour pouvoir les intégrer aux limites de Jérusalem. Donc la Jérusalem perçue est celle qui est construite en pierre. Donc on construit aux pierres au bord de Jérusalem pour que ce soit dans Jérusalem. Et donc ça, c'est le type d'espace. L'idée, c'est de dire que l'utilisation de la pierre, l'utilisation du matériau a aussi un effet sur les espaces architecturaux et sur l'urbanisme. Donc ça, c'est des espaces qu'on avait, une organisation architecturale qu'on avait lorsqu'on utilisait la pierre comme un élément structurel. Et aujourd'hui, c'est la pierre de parement. Donc on a des squelettes en béton sur lesquels on plaque des pierres. Et ça se remarque particulièrement aux angles où on voit la fine épaisseur. Donc aujourd'hui, toutes les usines de pierre fabriquent des plaques de pierre standardisées de 2, 3, 5 cm. Et c'est tout ce qu'on a. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir l'effet sur les espaces architecturaux et l'organisation spatiale de la ville. Et ça, c'est un petit schéma qui récapitule un peu ce que je viens de dire. En fait, c'est d'essayer de lier la morphologie architecturale à la morphologie urbaine à travers les typologies constructives et les outils utilisés. Donc on voit ici à gauche, tout en haut, la morphologie de la voûte, où on voit un usage de pierres structurelles, et l'implication sur la morphologie urbaine tout en bas à gauche, où on voit une ville assez dense, avec des vastes champs autour de la ville. Et puis la partie centrale, on voit une morphologie qui est un peu hybride, où on commence à utiliser la pierre avec des murs en béton, mais la pierre, c'est quand même des grosses pierres, donc c'est un mur un peu composite, structurellement parlant. Et ça, c'est une morphologie urbaine où on commence à voir apparaître des bâtiments séparés qui sortent du noyau dense de la ville. Et enfin, la troisième partie, qui est aussi liée à une tendance plus globale et universelle du passage au béton armé et de la séparation de l'enveloppe et de la structure, où là, c'est que du parement. Et donc aujourd'hui,
dans pratiquement toutes les villes palestiniennes, on a cette loi qui date du mandat britannique, mais qui s'est complètement généralisée à beaucoup de villes, où on est obligé d'utiliser la pierre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un mode de construction unique, et tous les bâtiments se ressemblent. Donc cette loi, elle est un peu à double tranchant, parce que s'il n'y avait pas cette loi, ce serait peut-être pire. Mais vu qu'on construit avec une seule manière, tous les bâtiments se ressemblent et ça crée une ville assez monotone, assez triste. Et c'est dans ce contexte qu'on a pensé un projet pour une résidence d'artistes à Jéricho. Donc c'est un projet en cours, le terrain appartient à la résidence d'artistes et nous on avait ce projet de recherche sur la pierre. Donc l'idée est d'essayer de faire des prototypes des voûtes qu'on voudrait construire pour le projet de la résidence. Et c'est un chantier continuel sur des années. Donc on construit des prototypes et des prototypes jusqu'à que la résidence d'artiste ait les moyens nécessaires pour construire l'ensemble du bâtiment. Donc ça c'est le premier prototype qu'on a fait, qui est une voûte qui est sur le principe d'abeilles, donc où on a des pierres qui sont portées par deux pierres voisines et portent deux autres pierres voisines grâce aux angles de découpe. Donc là on voit le coffrage qui a été fait, la contreforme. Je vais passer assez vite. Ouais, ça c'est la contreforme en polystyrène pour la voûte. Ici on voit le coffrage plus la contreforme. Voilà. Donc ce qui était assez intéressant dans ce projet-là, c'est de coupler un peu les techniques qui nous permettaient de fabriquer ces pierres au savoir-faire local qui en fait disparaît complètement. Parce que la différence entre la Palestine et les pays alentours, c'est que les constructions et les typologies de construction en pierre sont répandues dans l'architecture domestique, contrairement par exemple au Liban ou à la Syrie, où c'est plus réservé à des bâtiments nobles. En Palestine, c'est plus répandu, mais du coup, c'est beaucoup plus difficile à référencer comme typologie architecturale. Mais le savoir-faire est complètement ancré dans la société, sauf qu'on assiste aujourd'hui à une disparition du savoir-faire et il n'y a rien pour sauver ce savoir-faire. Donc il a fallu pour ce projet essayer de comprendre les enjeux de construire en pierre et comment il est possible de travailler avec les moyens existants. Voilà, donc c'est une voûte qui est faite de 300 voussoirs en pierre qui sont... il y a 100 typologies et une épaisseur, une portée d'à peu près 8 mètres et une épaisseur de 12 cm. Cette photo est assez intéressante parce qu'on voit au second plan ce que produit la méthode de construction qu'on a aujourd'hui. Donc c'est non seulement... En fait, ce qu'on voit derrière, c'est... on voit une disparition des références de la ville. Donc on a un catalogue de fenêtres, un catalogue de balustrades, une espèce de toiture en tuiles qui vient de nulle part. Mais tout ça, c'est pas uniquement lié à... Je pense que c'est lié à une tendance globale dans l'architecture, mais c'est également lié à l'utilisation de la pierre d'une certaine manière. Et j'aime bien cette photo parce qu'on voit les deux manières d'utiliser la pierre et ce que ça crée comme morphologie architecturale. Et donc, pendant l'ouverture de cette voûte, on a eu la visite de ces deux moines du monastère d'Abou Ghosh, qui est à Jérusalem, et qui ont voulu faire l'extension du magasin existant du monastère, et qui était très partant pour que ce soit une construction en pierre. Donc c'est un monastère qui a été construit par les croisés. Et voilà, donc l'extension du magasin du monastère, c'est un volume très très simple. C'est un volume qui fait à peu près 6 mètres par 6 mètres et qui est construit en pierre. Et l'idée, c'était d'essayer d'intégrer le bâtiment dans le contexte, non pas par la forme de l'extension du magasin, mais plutôt par les techniques utilisées. Donc les croisés étaient un peu les maîtres de la stéréotomie et les manières d'utiliser la pierre de manière assez sophistiquée, etc. Donc l'idée, c'était de faire une interprétation contemporaine de ces systèmes
Et ce serait ça, l'intégration dans le contexte du monastère. Donc ici, les colonnes sont en pierre et le plancher est en pierre. Il est fait à partir de blocs, des voussoirs en pierre d'à peu près 65 cm de long. Et c'est une voûte plate armée. Ça, c'est une vue plafonnante. Donc on voit les colonnes et puis on voit les modules qui créent des espèces de caissons. Ce qui était assez intéressant dans ce projet, c'est les méthodes utilisées pour le montage du plancher, puisqu'il est armé dans deux directions. Il a fallu créer un système comme pour enfiler des perles. Je pense que j'ai des schémas. Ouais, donc on voit ici le rapport entre le jardin du monastère et l'intérieur du magasin. Et on voit les caissons en pierre qui forment la toiture. Ouais, donc là on voit on voit les tiges en acier dans une direction et on voit les pierres qui ont été posées. Donc les pierres d'après sont posées les pierres rouges sont d'abord posées, puis la première pierre à droite est posée et on enfile l'acier dans l'autre direction jusqu'à la première pierre rouge, puis on enfile la deuxième pierre noire, etc. C'est comme du tissage, quoi. Ça, c'est en réalité comment ça s'est passé. Voilà, ça c'est pour le monastère d'Abou Ghosh. Et là, on va passer à un autre projet qui est un projet à l'ouest de Bethléem, dans une vallée qui s'appelle la vallée de Crémisan. Et ce projet parle plutôt du rapport entre architecture et nature dans les villes palestiniennes. Donc ce qu'on disait au début, c'est que l'utilisation de la pierre structurelle dans un urbanisme un peu autogéré crée ce type d'environnement. Donc une ville assez dense où l'espace commun est pratiquement tout l'espace qui n'est pas construit, et des alentours de la ville qui sont laissés libres comme une manière de les protéger. Et en fait, cette dualité entre architecture et nature a commencé à disparaître dès lors que l'autorité urbaine a été mise en place, donc dès la période ottomane. Aujourd'hui, elle prend une tournure encore plus accentuée avec la situation politique actuelle. Et ça, c'est un des derniers espaces verts autour de Bethléem qui est aujourd'hui préservé comme ça. Ça, c'est un monastère qui est le monastère de Crémisan. C'est la vallée de Crémisan. Et c'est le dernier espace vert autour de Bethléem qui ressemble à ça. Aujourd'hui, on assiste à une consommation du territoire. Donc en fait, tout le monde construit un peu partout et surtout au bord des villes, comme une manière de protéger les terrains qui sont au bord des villes menacées d'expropriation. Et donc ça, c'est un des derniers espaces verts qui risque de se transformer qui va être coupé de la ville par le mur de séparation. Et donc il y a eu des espèces de protestations religieuses qui étaient au départ religieuses et qui se sont transformées en protestations plutôt méditatives contre le passage du mur dans la vallée. Donc le monastère va être de l'autre côté du mur et va couper le monastère de la communauté locale. Mais le projet que nous on voulait faire était plus en rapport avec la relation entre l'architecture et la nature et cette dualité complètement perdue. Donc c'est un projet qui a été commissionné par le musée Victoria et Albert à Londres. Et on a travaillé sur le module d'une brique qui est complètement courbe, dans l'idée aussi, deux idées principales, l'idée de parler des courbes du paysage, des courbes des lignes du paysage, mais également d'un point de vue technique, les courbes qui sont à surface réglée ont des vecteurs normaux qui sont opposés à chaque fois. Donc lorsqu'on pose les briques les unes sur les autres, on a aussi une résistance latérale du mur. Là, on avait travaillé avec une vidéaste qui avait créé des espèces de
des espèces de comparaisons entre le paysage et la découpe macro des pierres. Et ça, c'est le projet au musée à Londres. Donc, le projet a été d'abord construit au musée à Londres, puis s'est déplacé vers une autre exposition à Dubaï, et on l'a déplacé une troisième fois dans la vallée de Crémizan où il est actuellement. Donc, on a utilisé 3 types de pierres. Les pierres en partie basse sont des pierres plutôt rouges. Les pierres du milieu sont plutôt jaunâtres et en haut c'est blanc. La pierre rouge est une pierre qu'on appelle la pierre de Jérusalem, donc des carrières de Jérusalem, qui n'existent presque plus aujourd'hui. Les pierres jaunes sont de la région d'Hébron et les pierres blanches de la région de Bethléem. Toutes les pierres qu'on a sont des pierres calcaires, mais c'est du calcaire assez dur. Et l'idée de ce dégradé, c'était d'avoir un espèce de dégradé qui passe de la couleur de la terre à une couleur plus blanche. Donc ça, c'est dans le site. Donc on voit ici le projet dans le site, et le second grillage qu'on voit, c'est ce qui délimite le passage du mur de séparation. Donc ce grillage gris va être transformé en mur en béton, et on voit en arrière-plan une des colonies autour de Jérusalem. Et donc les pierres de Jérusalem viennent de la carrière qui était à la place de ces colonies. Donc dans ce projet, on a une typologie par colonne. Donc on a à peu près, je pense, une quinzaine de typologies de pierres. Vu que l'ensemble de la forme, c'est 2 cylindres inclinés et un cylindre droit, sur le cylindre droit, on a 2 typologies, et sur les cylindres inclinés, on a une typologie par colonne. Et donc, c'est tout ce projet et le projet suivant, qui est le premier projet qu'on a fait en pierre, c'est des projets inspirés de ces tours qu'on retrouve dans le paysage, qu'on retrouve aussi dans le sud de l'Italie, qui sont des espèces de châteaux en pierre que les gens construisaient à l'époque où il n'y avait pas de registre de terrain. Donc les gens construisaient des petits châteaux en pierre comme des marqueurs de propriété. Et donc le premier projet qu'on a fait en pierre, c'est ce projet-là qu'on a installé sur la place de la Nativité pendant 2 mois. Et devant le projet, il y avait tout le processus d'utilisation de la pierre. Bon, c'est un projet assez simple, c'est le premier projet qu'on a fait, mais on a eu pas mal de difficultés à essayer de convaincre les usines à sortir de la standardisation de la découpe de pierre. Donc même pour faire ça, on a eu beaucoup de difficultés au niveau de la fabrication. Mais c'est donc un projet inspiré de ces tours en pierre, mais qui permettait aussi de parler de l'utilisation de la pierre comme un matériau structurel et pas uniquement comme un revêtement de façade. C'était un peu une réaction en fait. Lorsqu'on voit tous les bâtiments qui sont construits en plaquage pierre, alors qu'on a une pierre calcaire très dure qui a des propriétés et des caractéristiques que l'on peut utiliser structurellement, on est un peu frustré. Donc tout ce projet de recherche a commencé par une espèce de réaction à cette tendance. Et donc ce projet a été déplacé de la place vers... donc là on voit l'église de la Nativité en arrière-plan. Et donc ouais, le projet a été déplacé dans cette vallée, qui est la vallée du Makhrour, et qui est un peu une interprétation contemporaine des châteaux de pierre. Ce projet parle, le prochain projet parle de... on a commencé une série qui s'appelle Analogie, qui permet de parler des similarités mais aussi des différences qu'on retrouve dans les typologies architecturales en pierre à travers les époques et à travers les frontières. Et dans ce projet, on est en train d'essayer de créer des éléments d'architecture en pierre élémentaires, donc la colonne, le linteau, la voûte, le plancher, etc. et qui pourrait à la longue servir à créer un lexique d'architecture. En Palestine, on a une loi qui interdit la destruction d'immeubles qui datent d'avant 1917. Après 1917, on a le droit de détruire. Et du coup, il y a beaucoup de bâtiments qui sont détruits, qui datent de l'époque moderne, et qui sont des bâtiments construits en pierre. Ce bâtiment en particulier, cette image est en fait un collage d'un artiste qui s'est intéressé à
à cette démarche de destruction des bâtiments modernes en Palestine, et qui nous a beaucoup inspiré pour ce projet où on a essayé de récupérer des pierres de bâtiments détruits pour les réutiliser comme éléments structurels, ici pour créer une colonne que l'on pourrait utiliser pour un bâtiment contemporain. Donc on est allé collecter des pierres dans des bâtiments détruits, et on les a scannées en 3 dimensions. Et puis après on les a travaillées pour créer des interfaces entre les pierres, travailler la découpe des pierres qui étaient... la colonne est composée de ces anciennes pierres qui sont séparées de nouvelles pierres qui, elles, prennent la forme exacte des anciennes pierres pour créer une stabilité verticale de la colonne. Donc là, on voit les 2 anciennes pierres et la nouvelle. C'est une colonne qui fait 5 mètres de haut. Et donc on voit les lits en bois qui permettent, eux, de réajuster le niveau. Donc en fait, on voit que toutes les pierres ont principalement des géométries où il y a une face qui est horizontale, qui est en fait la façade, et la face arrière qui est plus bossue, qui est la face arrière du mur. Donc on a à chaque fois la face bossue qui est connectée aux nouvelles pierres, et la face façade qui est connectée à la face façade de l'autre pierre, entre lesquelles on a un petit intercalaire en bois qui permet de remettre à niveau la colonne. L'idée de ce projet-là, c'est aussi de dire que la réutilisation de la pierre comme matériau structurel est possible, et enfin, ça a été utilisé historiquement énormément, mais compte tenu de l'épuisement des ressources et compte tenu aussi de l'état des carrières en Palestine particulièrement, où en fait il y a des villages entiers autour des carrières de pierre qui sont complètement qui sont remplis de poussière. Il y a des maladies qui se sont développées en relation avec cette poussière qui provient des carrières de pierre. Et ces carrières de pierre sont situées dans des zones autour des villes qui sont appelées des zones C. Bon, c'est un truc politique, mais les zones C sont des zones où en fait l'autorité palestinienne, c'est des territoires palestiniens, mais où l'autorité palestinienne n'a pas vraiment de pouvoir sur ces zones. Et donc du coup, ces carrières de pierre doivent répondre au marché palestinien, mais également au marché israélien. Parce qu'en Israël, il n'y a pas de carrières de pierre. Donc toutes les carrières de pierre sont dans ces zones C. Donc il y a une surexploitation de ces carrières et une pollution paysagère incroyable. Et donc ce projet s'inscrit aussi dans ce contexte où on peut dire qu'on peut réutiliser des pierres anciennes comme un matériau structurel. Et aussi, l'idée, c'est de dire qu'on peut, que si on utilise des pierres structurelles, on utilisera forcément des épaisseurs plus grandes. Et si on utilise des épaisseurs plus grandes, dans 100 ans, dans 200 ans, on aura peut-être moins de mal à les utiliser comme un matériau structurel que si on utilise aujourd'hui du plaquage de pierre. Le prochain projet, c'est un banc qui a été aussi commissionné, qui a été acquis par le musée Victoria Albert à Londres, et qui est inspiré des traits de découpe des linteaux que l'on retrouve à Jérusalem. Donc c'est un banc circulaire qui repose sur 3 appuis et qui a des interfaces courbes qui sont évolutives. Donc on voit la première interface près de l'appui qui est très courbe, celle d'après qui est un peu moins courbe, et celle du centre, la clé, est complètement plate pour que l'on puisse l'insérer en dernier morceau. Ouais, donc ce projet parlait, dans la série Analogie, parle du linteau et des manières de dessiner un linteau. Il sert de banc, mais il marche comme un linteau. Ça, c'est au musée à Londres. Et voilà. Merci beaucoup. Des questions? Claude Gargy.
Sur la fabrication des éléments qui paraissent assez complexes, ils sont fabriqués en Israël ou sur des machines à commande numérique? Comment c'est? Non, ils sont fabriqués en Palestine. En fait, en Israël, il n'y a pas de carrière de pierre et il n'y a pas d'usinage de pierre. En fait, on est tombé un jour sur une histoire assez drôle pour un des projets. En fait, les deux usines avec lesquelles on travaille sont les deux seules usines qui peuvent fabriquer des choses comme ça. Toutes les autres fabriquent du plaquage de pierre et ils ne peuvent pas sortir de leur processus de fabrication parce que c'est trop compliqué. Donc ces deux usines-là font des choses un peu plus grandes, mais malheureusement tous leurs autres projets sont des imitations de chapiteaux et de colonnes corinthiennes qui vendent aux États-Unis et dans les pays du Golfe. Mais c'est les seuls qui font ça. Et un jour, on essayait de chiffrer un des projets et le prix nous paraissait aberrant. Donc on a trouvé sur Internet une usine israélienne qui fabrique, qui est une usine de pierre. Donc on les a appelés, on leur a envoyé le fichier. 10 minutes après, il y a l'usine palestinienne qui nous rappelle pour nous demander pourquoi on avait appelé l'usine israélienne. Et en fait, ils avaient envoyé le fichier. Donc en fait, en Israël, il y a des lois sur l'environnement qui sont très strictes, qui ne permettent pas d'avoir de carrière de pierre parce que ça pollue trop le paysage. Mais cette loi ne peut exister que parce que les carrières de pierre sont de l'autre côté, quoi. Donc il y a de la technologie sur la fabrication. Ouais, là, l'usine avec laquelle on travaille, c'est des machines 5 axes. Ouais. D'autres questions? Cette conférence qui a changé un petit peu de tout ce qu'on avait parlé du bâti et tout ça, c'est une belle diversité, je pense, dans les différentes conférences de la journée. Et en plus, là, on a voyagé. Ah. Mais en fait, c'est très intéressant puisque ça donne quand même une synthèse de toute la capacité de cette matière, même pas millénaire, mais même de temps même de la Terre, de la planète, qui peut nous donner des capacités en mixant l'industrialisation et la technologie ultra moderne avec une matière très, très, très ancienne. Je veux dire, ça, c'est le dernier exemple, ça me donne toute la capacité que la pierre peut donner. D'ailleurs, ça veut dire, on passe de l'époque, on va dire, la pierre utilisée avec un langage architectural du XXIe siècle à l'exemple de ruelle de Romainville où on a un retour à la pierre au XVIIIe siècle, style néoclassique. Et là, on revient vers une technique qui mélange ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture numérique, puisque c'est un peu le style à courbe, les grands bâtiments de Zaha Hadid et toute cette école-là de très complexe, très industrialisée, très numérique, très informatique, avec une matière qui n'a pas été faite en fait pour ça à l'origine, mais on voit que ça donne quand même des pistes de réflexion future. En fait, je pense que c'est une remarque intéressante parce que on a souvent pensé à cette question de l'architecture numérique, etc. Mais je pense que c'est pas le cœur du sujet, en fait, l'architecture numérique, parce que c'est des choses qui sont uniquement technologiques. Ça fait pas un projet d'archi. Un projet d'archi, c'est bien plus que ça. Mais en fait, je pense que la matière a été utilisée de manière beaucoup plus sophistiquée que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec l'architecture numérique. Même avant, si on regarde le linteau qui est... Si on regarde ce linteau, en fait, la géométrie de la pierre, elle n'est pas si évidente que ça, même à imaginer. Donc, et là, c'est fabriqué avec des moyens qui sont beaucoup, beaucoup plus simples que ceux qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc, je pense que la technologie, je pense pas que la technologie crée un plus architectural. Je pense que c'est un outil comme un autre, quoi. Une question?
Oui, j'avais juste une question, puisque vous partez de l'architecture domestique comme référence, et on voit que ce que vous faites, c'est plutôt de l'ordre de l'expérimentation ou de l'objet, et en fait, je me demandais si, dans quelle mesure c'était un choix de ne pas faire d'architecture domestique ou une contrainte. Enfin, disons, parce qu'en fait, les occasions que vous aviez, c'était plutôt de faire des objets ou des expérimentations. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est juste la vie pour l'instant? En fait, tout le projet qu'on a sur la pierre, ça a débuté comme un projet de recherche, donc des expérimentations et des recherches académiques, etc., sur l'utilisation de la pierre comme matériau structurel. Mais comme ce département de recherche est aussi lié à notre agence d'archi, en fait, ce département de recherche nourrit aussi les projets d'archi. Et le premier projet qu'on a fait, qui est un projet de l'agence, en fait, qui n'est pas un projet du département de recherche, c'est la voûte du monastère d'Abou Ghosh, qui est un vrai projet avec un vrai programme, mais c'est pas une expérimentation, c'est un projet, quoi. Merci beaucoup et encore bravo.